là, on a choisi de faire une conférence de presse assez ciblée, en direction de la presse. Conférence de presse sur les événements, on va dire, qui se sont déroulés ces quelques semaines à travers le mouvement des Gilets jaunes, qu'on a organisé à la fois parce qu'on a des éléments qui s'accumulent, et que d'autre part, on a entendu une demande relativement importante pour qu'on puisse renvoyer un certain nombre d'informations au regard de pas mal de choses qui circulent sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. Juste dire que ce qu'on va faire aujourd'hui va être très centré sur ce qui s'est passé ces dernières semaines, mais que ça s'inscrit dans un travail qui est un travail de longue haleine, que nous avons démarré depuis 2 ans, sur les pratiques policières. Voilà. Et que ça va donner lieu à un travail un peu plus fourni, un peu plus élaboré sur cette observation qui est une observation au long cours. Là, aujourd'hui, on va cibler donc sur ce qui s'est passé ces derniers temps. 2 mots sur l'Observatoire. L'Observatoire, c'est un dispositif qui a été mis en place concernant les pratiques policières, donc il y a 2 ans, au regard de ce que nous avons identifié comme une évolution des pratiques policières, notamment en termes de maintien de l'ordre, et qui nous a posé question. Quand je dis nous, c'est un certain nombre d'organisations qui nous a posé question quant au danger que ça pouvait représenter en termes de respect des libertés des uns et des autres, des libertés publiques. Et donc depuis 2 ans, cet observatoire, qui est constitué de 3 organisations, la Ligue des droits de l'homme, la Fondation Copernic et le Syndicat des avocats de France, couvre les manifestations et fait un travail qui est un travail d'observation. On y reviendra peut-être en fin de conférence de presse, assez méthodologique, assez ciblé, avec y compris l'appui méthodologique de démarche de l'université, de manière à ce qu'on puisse donner de la visibilité et de la compréhension à ce qui se passe. Voilà. Donc on a prévu ce matin une série d'interventions, et ensuite on va essayer de les faire relativement brèves, en allant à l'essentiel, et ensuite on répondra aux questions des journalistes présents de façon à ce qu'on puisse aller le plus loin possible sur les éléments qu'on a. Donc on a sont présents Julien Brel, qui représente le syndicat des avocats de France, Marie Toustou qui représente la Ligue des droits de l'homme, Pascal Gassiot de la Fondation Copernic, et Daniel Weserland qui fait partie de l'Observatoire. Alors l'ensemble de ces personnes-là sont des gens qui sont sur l'Observatoire, qui sont sur le terrain et qui donc vont ramener des éléments de ce qu'ils ont pu constater et travailler ensemble. Première intervenante, Marie, c'est ça on avait dit? Non, pardon, c'est Pascal. Merci pour le fait d'être là. Donc je vais intervenir un peu en cadrage. On a déjà fait une présentation du travail de l'Observatoire le 7 janvier à la salle des Allées de Barcelone, dans laquelle nous avions présenté nos premières analyses, que nous pouvions faire suite à nos constats effectués pendant près de 2 ans. Donc je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit le 7 janvier aux Allées de Barcelone, et ce que nous avons dit, c'est en ligne, d'ailleurs pour ceux qui veulent le savoir. Juste rappeler quand même qu'effectivement l'Observatoire existe depuis 2 ans, qu'il y a sans doute pour l'Observatoire et pour nous dans notre travail un avant et un après Gilets jaunes, indéniablement, mais nous souhaitons mettre en exergue quand même que les ingrédients qui constituent aujourd'hui la problématique des pratiques policières dans les manifestations étaient déjà présents avant les Gilets jaunes. Des déploiements policiers absolument disproportionnés par rapport à la nature des manifestations, des comportements de policiers sur lesquels nous reviendrons qui nous ont posé problème très vite, un armement extrêmement conséquent des policiers. Les canons à eau, on ne les a pas vus apparaître lors des manifestations des Gilets jaunes. On les avait déjà eus lors d'une manifestation contre le centre commercial Val Tolosa, qui a d'ailleurs déclenché la création de l'Observatoire, a été le facteur déclenchant final, où il y avait rue de Metz, un dispositif extraordinairement impressionnant pour 350 manifestants qui venaient à pied depuis Plaisance-du-Touche. Et il y avait un canon à eau, les grilles anti-émeutes, les policiers des bacs, et une compagnie de CRS déployée avec tous leurs moyens. Donc les ingrédients étaient déjà présents. Donc je ne reviendrai pas là-dessus. Simplement, ça veut dire qu'on met ça en perspective par rapport à une manière dont est pensé le maintien de l'ordre en France. D'accord ?
Alors, pour en revenir à la séquence Gilets jaunes, pareil, on avait, lors de la réunion publique du 7 janvier, largement parlé du premier mois, qui était le mois de décembre, enfin les 6 premières semaines de novembre et de décembre. On va essayer de concentrer notre intervention aujourd'hui sur ce qui s'est passé au mois de janvier, sur les 4 dernières manifestations. Alors, il y a quelque chose qui aujourd'hui est bien connu de tous les manifestants, Gilets jaunes et autres, qui sillonnent les rues de Toulouse, c'est l'heure fatidique de 16h30. Globalement, jusqu'à 16h30, dans Toulouse, les manifestants déambulent de manière un peu particulière, aux gilets jaunes, hein, c'est pas des cortèges comme les cortèges syndicaux très organisés, ça part un peu dans tous les sens. On a quand même vu apparaître ces derniers temps ce qu'on appelle une tête de cortège avec une banderole qui ouvre la manifestation, donc il y a une forme de structuration minimum des manifestations maintenant, mais globalement, ce sont des manifestations qui sont relativement imprévisibles. Elles donc déambulent dans les rues de Toulouse, et il y a quelquefois des petits incidents, même quelquefois significatifs avec les policiers, mais qui ne donnent pas lieu à intervention massive de la police. Par exemple, on a assisté à un tir de flashball l'autre jour dans le haut de la rue de Metz, sans aucune raison, dans le tas des manifestants. Ce flashball a blessé une personne de 70 ans à la cuisse. On se demande encore pourquoi il y a eu un tir de flashball à ce temps-là. La manifestation n'a pas dégénéré et les policiers n'ont pas fait usage massivement de la force. On a eu des incidents aussi à Place Saint-Étienne, dans une autre manifestation. Donc on veut dire, jusque-là, tout va bien. Les policiers, même, quelquefois, se prennent des projectiles. Et tout, ils ne réagissent pas. Des pots de peinture ou des œufs remplis de peinture, des choses comme ça. Tout. Arrive l'heure de 16h30. Je ne vais pas vous faire tout le détail, mais globalement, à 16h28 dans un cas, à 16h32 dans l'autre et tout, un simple incident ou une simple projectile jeté sur les policiers, et je parle de projectiles qui peuvent être une canette ou même un petit caillou, et tout, et là, grenadage massif immédiat des policiers dans la foule. Et quand je dis grenadage, c'est grenade lacrymogène, et la plupart du temps très vite associé à des grenades explosives. Grenades de désencerclement, ou grenades GLI F4. Alors pour les grenades de désencerclement, on en est certain. Pourquoi? Parce qu'on récupère les têtes de grenades et les plots. Je vous en ai mis des exemples ici. C'est une grenade qui projette 18 plots dans un rayon de 20 mètres à vitesse de 300 km/h. Et ça fait des dégâts assez sensibles. Et on se demande à quoi ça sert de balancer des grenades de désencerclement dans la foule quand les policiers ne sont pas en danger physique immédiat. Donc on a ce phénomène et tout de déclenchement des hostilités. Nous, on dit de manière unilatérale par la police, de manière agressive, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils résistent à des jets de peinture ou à des jets de projectiles à 15h30, et pourquoi systématiquement dans les 4 dernières manifs, à 16h30, il y a des grenadages massifs. La conséquence de ces grenadages massifs, bien évidemment, c'est une dispersion de la manif, relative quand même, et puis surtout une montée en run des manifestants qui, notons-le, de plus en plus arrivent, pour un certain nombre d'entre eux, équipés dans les manifestations. Alors je tiens à préciser tout de suite ce que ça veut dire équipés. Les gens arrivent équipés, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'habitude maintenant du rapport à la violence policière dans les manifestations. Je parle à dessein de violence policière, même si notre observatoire est un observatoire des pratiques policières, parlerait en l'occurrence de violence policière. Les manifestants viennent équipés. Alors équipés, ça veut dire quoi? Le casque, pour certains nombre d'entre eux le masque à gaz, les lunettes de piscine ou les lunettes de montagne, et puis beaucoup de sérum physiologique. Petit clin d'œil, hein, qui est très utile pour les yeux, pour les lacrymogènes. Et les gens, c'est une manière de dire de la part des manifestants, on veut nous noyer dans les lacrymogènes, on vous nous menacez, on continuera à manifester quoi qu'il en soit. On le voit d'abord par le nombre des manifestants, et ça veut dire qu'on peut parler d'un échec du gouvernement, mais Marie reviendra peut-être, à casser le mouvement des Gilets jaunes par la violence. En tous les cas, en région toulousaine, c'est clair, ça n'a aucun impact sur le nombre de manifestants. D'ailleurs, tout le monde l'a constaté, il est plutôt en nette augmentation au mois de janvier par rapport à ce qu'on avait pu constater même au 8 décembre. D'accord? Donc, premier constat, on s'interroge beaucoup sur ce qui se passe. Deuxième chose qu'on a constatée, c'est en termes d'armement des policiers. On a vu massivement apparaître dès le mois de décembre, mais c'est confirmé, et ça a valu toutes les polémiques, plutôt saines à mon avis, hein, dans la presse, ces dernières semaines sur l'utilisation massive de ce qu'on appelle les flashballs en langage courant et qui dans l'interne plus technique sont les lanceurs de balles de défense, hein, qui est une arme dont les policiers doivent théoriquement se servir qu'uniquement en cas de danger physique proche. C'est-à-dire vous avez un manifestant qui est à 5 mètres de vous ou à 10 mètres de vous qui vous menace précisément, etc. Et là, le policier, pour se défendre, doit utiliser ça. Les flashballs ne sont pas utilisés par la police, nous le voyons dans ce cadre-là. Ils s'en servent comme une arme d'attaque. D'accord? Première chose des flashballs. Deuxième chose, ce sont les grenades. Les grenades qu'on appelle GMD, grenades manuelles de désencerclement, qui sont des grenades que les policiers doivent normalement faire rouler au sol
et qui sont des grenades de protection, là aussi. C'est-à-dire, on peut imaginer un groupe de policiers cerné par des dizaines de manifestants hostiles et qui vont vouloir se dégager. La grenade de désencerclement sert à ça. Les policiers, à tous, utilisent les grenades de désencerclement comme une arme offensive contre les manifestants. Ça ne veut pas dire que peut-être à certaines occasions, ils ont le besoin de s'en servir. Mais nous, ce que l'on constate dans notre vision des manifestations, c'est ça. Après, il y a les grenades GLIF4, grenades lacrymogènes instantanées. Ces deux dernières grenades dont je parle contiennent des doses de DNT de 25 et de 40 grammes. Donc c'est pas rien. Et font des effets assourdissants. Et pour les grenades GLIF4, en plus des effets de lacrymogènes. Donc ça, ce sont les armes utilisées dont nous dénonçons l'utilisation dans les manifestations. Et nous ne sommes pas les seuls à le faire, le défenseur des droits, tout le monde l'a fait aussi, c'est de l'avis de tout le monde. Les chercheurs spécialisés dans l'observation de la police le disent aussi, ce sont des armes inadaptées au maintien de l'ordre, peut-être qu'on peut l'imaginer en tous les cas. Autre élément important, parce que ça nous a été beaucoup signalé par les manifestants ces derniers temps, parce que les manifestants s'adressent à nous, on fait partie un peu du paysage des manifestations maintenant, au niveau de la nature des gaz lacrymogènes utilisés ces dernières semaines. Les manifestants disent c'est beaucoup plus agressif, c'est pas les mêmes gaz et tout. Les informations que nous avons en notre possession montrent que les policiers utilisent depuis quelques semaines des grenades lacrymogènes de type CM3. Ce sont des grenades lacrymogènes qui ont une concentration de gaz lacrymogène beaucoup plus importante que les grenades CM6. Les grenades CM6 contiennent 80 grammes de produits actifs, d'accord, et ils ont un rayon d'action de 750 mètres carrés. Les grenades CM3 ont une concentration de gaz lacrymogène de 240 grammes et couvrent un territoire de 250 mètres carrés. Donc une multiplication par 6 de l'intensité des gaz lacrymogènes. Et ça se traduit en fin de compte par un rejet physique du lacrymogène, brûlure de visage, je ne parle pas des yeux bien évidemment, mais brûlure des visages, nausées, vomissements. Et ça, c'est la traduction non pas de nouveaux gaz, mais d'intoxication au gaz lacrymogène. D'accord? Donc effectivement, c'est ça que nous constatons aujourd'hui. Là, pareil, on peut s'interroger pourquoi, et on peut même s'inquiéter à terme, sans doute, pour la santé de nombreux manifestants qui sont samedi après samedi soumis à un gaz de guerre. Souvenons-nous quand même que les gaz de combat sont interdits aujourd'hui par la Convention de Genève, mais qu'ils sont autorisés dans le maintien de l'ordre. Et la raison pour laquelle ils sont autorisés dans le maintien de l'ordre, c'est que dans les gaz de guerre, c'est fait pour tuer dans des espaces clos, alors que dans le maintien de l'ordre, c'est fait pour être utilisé en milieu ouvert. Vous verrez, il y a des articles qui ont été publiés là-dessus, donc on peut tout à fait s'étonner que même les gaz lacrymogènes ne sont pas une arme inoffensive. Autre élément que nous pouvons indiquer aussi, vous savez, on n'est pas là pour observer les manifestants, c'est pas le rôle de l'observatoire, mais il est bien évident que si on veut observer les pratiques policières, il faut qu'on regarde l'interaction avec les manifestants. Donc, nous pouvons dire, nous, d'analyse objective, et que les uns et les autres pouvons faire, pour ceux qui suivent ces manifestations de très près, c'est qu'il y a une attitude extrêmement pacifique de la très très grande majorité des manifestants. Daniel en dira un mot tout à l'heure, donc je ne reviens pas là-dessus. Je voudrais simplement dire que nous n'avons pas vu, nous, observateurs, qui sillonnons les manifs quand même, hein, nous sommes des groupes d'observateurs nous sommes entre 8 et 15 selon les manifestations, répartis en 3 groupes. Essayez de couvrir, autant que faire se peut, divers endroits de la manifestation. Nous n'avons pas vu la moindre utilisation de matériel offensif de la part des manifestants. Ce que nous appelons matériel offensif, par exemple, ça pourrait être des cocktails Molotov. C'est un usage traditionnel, entre guillemets, parce que moi le terme dans les manifestations un peu violentes, d'utiliser des cocktails Molotov, c'est une arme des manifestants depuis toujours. Et tout. Nous n'avons pas vu l'utilisation de frondes avec des billes d'acier dedans, par exemple. Hein. C'est des choses qu'on voyait, entre guillemets, couramment dans les manifestations des années 70, voire 80 et tout. Ça veut dire qu'il y en a peut-être eu, on a eu quelques retours non sourcés, pas recoupés par nous, de l'utilisation une ou deux fois de cocktails Molotov dans les manifestations tous les derniers temps. Mais on n'en a pas la preuve, on ne l'a pas constaté. Et si même il y a eu un ou deux cocktails Molotov lancés dans Toulouse ces 8 dernières semaines, on peut considérer que c'est relativement anecdotique par rapport à ça. Donc les policiers ne sont pas confrontés à des manifestations agressives où les gens chargent, utilisent des cocktails Molotov et tout. Donc on considère qu'à partir de là, on ne comprend pas cette disproportion extrême qu'il y a entre les moyens utilisés par la police réellement et les situations de danger objectif auxquelles pourraient être confrontés les policiers. Puis petite dernière illustration, on en reparlera aussi tout à l'heure, c'est les comportements des différents corps de police dans la manifestation. D'accord ? Pour aller vite, on dit on a des policiers qui sont des spécialistes du maintien de l'ordre et on le constate, nous, ce sont les compagnies républicaines de sécurité et les escadrons de gendarmes mobiles.
Ça ne veut pas dire obligatoirement qu'on les aime, mais on voit que ce sont des gens formés pour ça, par leur charme, leur détermination. Ça crève les yeux à tout le monde pour se plaindre. Crève les yeux, c'est pas un très bon terme en ce moment, mais ça semble évident à tout le monde quand on regarde un petit peu les manifestations. Puis on a deux autres corps de police qui interviennent dans les manifestations, qui sont les brigades anticriminalité et les compagnies départementales d'intervention, qui sont deux unités de police qui ne sont pas formées au maintien de l'ordre. D'accord ? Et on voit que beaucoup des incidents significatifs qu'il y a avec les manifestants viennent de ces deux corps de police. Et je vais citer un seul exemple. La dernière manifestation, nous étions place Wilson, il était vers 19h, et nous avons vu un groupe de policiers de la BAC, d'une quinzaine de policiers, qui partaient en direction des Carmes. Immédiatement, observateurs, nous avons suivi ces policiers, nous savons d'expérience que quand les BAC courent, il va se passer quelque chose. D'accord ? Et un groupe de street medic a suivi aussi, parce qu'il pouvait y avoir potentiellement blessés. Nous sommes arrivés à l'angle du marché des Carmes et d'une des rues qui va vers la rue Alsace, et nous suivons. À ce moment-là, un policier a mis en route une lampe stroboscopique de très forte puissance qui nous empêchait de voir ce qu'il faisait. On ne voyait rien, on ne pouvait pas filmer, on ne pouvait prendre aucune photo. Ils ont reculé pendant des mètres et tout, jusqu'à aller se poster à l'angle de cette rue-là, dont je ne sais plus le nom, je crois que c'est la rue Rivals, et de la rue Alsace-Lorraine. Et puis, nous avons observé, il n'y avait aucune situation de danger pour les policiers. Nous nous sommes approchés, un manifestant est arrivé et a dit un slogan malheureusement très utilisé à Enculé, il s'est mis devant eux, à 50 mètres, il a dit enculé, enculé, en faisant un droit d'honneur, etc. Immédiatement, les policiers ont répliqué par des grenades lacrymogènes de manière massive, alors qu'il n'y avait aucune menace sinon verbale. Plus inquiétant, c'est que les policiers, derrière ça, nous ont visés avec leurs lanceurs de balles de défense. Nous, observateurs, on voyait les lasers rouges sur nos corps. D'accord ? Ils n'ont pas tiré, mais le message était très clair. Nous sommes donc protégés, bien évidemment, parce que nous n'avons pas... Là, on trouve que c'est un comportement qui n'a absolument rien à voir avec le maintien de l'ordre, qui est un comportement de cow-boy, et qui est un comportement de part notamment inadmissible. C'est ce qui vaut une haine assez tenace de la part des manifestants, de beaucoup de manifestants, envers ce type de policiers, dont on se demande ce qu'ils font dans les manifestations, et quel est leur rôle réel dans les manifestations. Voilà un peu ce que je voulais dire. J'insiste quand même beaucoup sur... on va beaucoup parler de la violence des manifestants. Nous relativisons très largement la violence des manifestants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques personnes qui sont là pour des raisons offensives, c'est une autre histoire. Mais on ne peut pas dire que c'est ce qui caractérise de manière nette et sensible les manifestants. Quant à dire quelle est l'origine de ces manifestants radicaux violents, je sais que M. Guidin, l'autre jour, est monté sur une moto et était capable en 10 minutes à Saint-Cyprien, grâce à des codes vestimentaires, de différencier quels étaient les militants de l'ultra-droite et quels étaient ceux de l'ultra-gauche. Permettez-nous que ça nous fasse sourire, hein, parce que ça fait des semaines qu'on observe les manifestations et que nous sommes, nous, incapables de différencier quels seraient les militants de l'ultra-droite de l'ultra-gauche. C'est les limites de notre compétence. Voilà, alors, monsieur le maire est très compétent, il est sur une moto, il voit tout en 10 minutes. Nous, on doit reconnaître qu'on a beaucoup de difficultés à faire ce genre d'analyse. Ce n'est pas notre rôle, mais nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, des manifestants expérimentés. Et nous devons constater que nous ne savons pas faire la différence. Donc c'était un petit tacle pour faire plaisir au passage. J'en ai terminé. Merci. Merci. Voilà. Bon, moi je rejoins, bien sûr, on se rejoint puisqu'on travaille tous ensemble. On essaye d'adopter, nous, dans tous les cas, une position de neutralité. Hein, on n'a pas d'avis préconçu quand on part en manifestation. Et nous aussi, on est largement obligé de s'équiper pour pouvoir regarder et pour pouvoir observer. Et ça paraît complètement nouveau, d'aller observer dans une manifestation avec des casques, avec des lunettes et avec un masque. Ça paraît complètement dingue. Et il y a comme ça quelque chose d'un peu hallucinant à être dans ce type d'observatoire, parce qu'on se dit qu'on observe, alors je ne sais pas si les termes sont justes, mais on est ou dans un état d'émeute, ou dans un état de guerre, mais à aucun moment on sent quelque chose qui garantit les droits et de manifester, et de démocratie. On se demande où sont les droits là-dedans. Et ça devient complètement dingue, complètement fou. Après, on se heurte aussi à une volonté politique. Les manifestations sont cassées. Alors, Pascal l'a dit, à partir de 16h30, la manif est cassée, avec une volonté de dégagisme, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les manifestants n'ont plus leur place dans Toulouse. Donc, il faut qu'ils partent. Ceux qui ne veulent pas partir deviennent des délinquants et sont traités comme des délinquants. Ça veut dire que d'abord ça commence par les grenades de lacrymo qui séparent les manifestants mais qui sont mis à dos, sans sommation. Nous sommes souvent devant,
ou les uns ou les autres, jamais nous n'entendons de sommation. Peut-être qu'on a entendu 2 fois ou 3, mais jamais de façon normale. Alors que bon, on a tous l'habitude des manifestations, habituellement on entend les sommations, première sommation, seconde sommation, troisième sommation, et ça se passe comme ça. Là, on n'entend rien, on est gazé sans rien comprendre, hein. En plus avec plusieurs tirs, on n'y voit rien à chaque fois, on voit des gens courir, on voit des gens qui s'affolent, on voit des passants qui sont là et qui prennent comme les autres, parce qu'ils n'avaient pas qu'à être là à ce moment-là, parce que les forces de l'ordre, le maintien de l'ordre est comme ça. Donc en fait, ça pose une question politique, et grave. Et cette question politique, c'est une question de répression, et on voit que face à la répression, au lieu de s'arrêter, les manifestants n'ont pas peur et restent. Et comme ils restent, ils en prennent encore plus. Et du coup, ça nous met, nous, et surtout les manifestants et les manifestantes, en situation de danger. Et c'est un danger grave, et on le voit avec le nombre de blessés qu'il y a. On le voit autant, c'est des blessés graves, mais c'est aussi des blessés qui sont dus à toutes les grenades lacrymo et de désencerclement. Et je pense qu'il y en a plein, et qu'on n'a pas le nombre exact tellement qu'il y en a. On connaît les blessés graves, on connaît ceux qui en ont pris dans l'œil, ceux qui ont été mutilés, ceux qui ont été marqués, on le sait. Mais il y en a plein qui sont marqués qui ne le disent pas. Donc on n'a pas cette idée-là. Plus tous les gens qui ont été incommodés par les grenades lacrymo. Ça peut être aussi des bébés avec des gens qui passent et des mamans qui poussent des papas qui poussent les poussettes. Ça peut être n'importe qui. Et du coup, ça fait une espèce d'impression je sais pas, de répression, un truc délétère, quoi. Délétère, parce qu'il peut y avoir une violence symbolique du pouvoir, du maintien de l'ordre, c'est l'état de droit. Mais là, on se demande où est le droit, quoi. Et ça nous met comme ça dans une position qui est difficile, qu'on analyse petit à petit, hein, mais cette volonté politique de casser les manifs et de ne pas donner cette dimension politique aussi aux manifestants. On ne s'interroge pas, c'est un règlement politique. C'est le règlement politique de dégager et de ne pas entendre les gens. Et ça, je trouve que c'est grave. Voilà. Après, je ne reviens pas, parce que Pascal l'a expliqué, sur les corps de police, mais je peux en dire quand même un petit mot. Bon, je rejoins Pascal sur les CRS. Après, au niveau des baqueux, je trouve qu'il y a aussi une façade qui est montrée, qui est complètement inacceptable. Quand on voit des baqueux qui sont déguisés en tête de mort, avec des jeux où on se dit qu'ils peuvent s'amuser à tirer, comme ça, sans que leur intégrité physique soit menacée, bien évidemment. La semaine dernière, le 26 janvier, nous en avons vu un, avec un écusson derrière, marqué Euris. Nous avons cherché, tapoté, et nous avons trouvé qu'en fait, l'Euris, en fait, c'est des gens qui sont formés par l'administration pénitentiaire pour mater les mutineries. Alors, on se demande la représentation qu'ils ont des manifestants. Et ça, c'est effrayant. Plus, un journaliste m'avait fait passer aussi une personne de là-bas qui était déguisée en chasseur. Alors, quand on sait qu'ils ont des attitudes de cow-boy, s'ils se déguisent en chasseur, s'ils matent les mutins, et si après ils se mettent un truc de tête de mort, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Enfin, voilà. Donc, on est quand même un petit peu effrayé, malgré qu'on tient et qu'on adopte toujours une position de neutralité. Parce qu'on se dit, sinon, on ne fera rien. Voilà. Donc, ces pratiques policières qui sont toujours à étudier. Et on se demande, par contre, ce qu'on veut alerter, je pense aussi qu'on est tous et toutes là-dessus, c'est sur cette escalade de la violence qui peut mettre en danger toutes les personnes qui y participent et tous les passants. Et aussi la ville de Toulouse en général. Ça, c'est pas nouveau, l'étude du maintien de l'ordre. Enfin, le modèle français a souvent été montré comme étant un modèle qu'on déployait un peu partout dans le monde. La particularité de ce qui est constaté donc, de manière massive dans le mouvement actuel, mais qui existait déjà un peu avant, mais là ça prend des proportions assez délirantes, c'est que le but des opérations de maintien de l'ordre, c'est plus de ramener le calme. On n'est plus dans cette notion de désescalade, on n'est plus du tout là-dedans. Le but des opérations de maintien de l'ordre, c'est de multiplier les interpellations, et, de multiplier les déferments, hein, c'est-à-dire d'envoyer les personnes
devant le procureur de la République pour ensuite être envoyé en comparution immédiate ou devant un tribunal plus tard. Mais donc cette volonté d'interpeller, de déférer, dans une volonté de judiciariser le maintien de l'ordre. Et la judiciarisation du maintien de l'ordre, c'est deux choses qui sont un petit peu antinomiques. Puisque le maintien de l'ordre, c'est censé être, dans la doctrine française qui a été vendue pendant des années et des années à travers le monde, la désescalade. Or là, ce qui est constaté, et ce que Pascal disait, c'est que le maintien de l'ordre revient à assumer un nombre d'interpellations, un nombre de déferments. Donc on est vraiment dans une dynamique de répression judiciaire qui vient servir une forme de politique du chiffre qui est régulièrement annoncée après chaque manifestation par les services de la préfecture, qui vous annoncent, alors systématiquement, un nombre de casseurs parfaitement délirant, parce que quasiment la moitié de la manifestation serait des casseurs, ce qui est quand même ça bien, de savoir que n'importe qui en fait est un casseur potentiel, mais également le nombre de personnes interpellées, avec derrière le procureur de la République qui nous fait un chiffre des personnes déférées et de ce qu'il est advenu des personnes déférées, avec notamment les peines qui ont pu être prononcées, notamment les nouvelles peines d'interdiction de manifestation, des obligations de pointage, des interdictions de paraître à certains endroits, notamment sur des ronds-points, dans le cadre de contrôle judiciaire. Et ça, pour arriver à cette politique du chiffre qui sert différents objectifs pour l'État, notamment, nécessairement, ça implique au niveau du maintien de l'ordre de ne plus être dans une dynamique d'être à distance, de tenir à distance les manifestants, mais d'aller au contact des manifestants. Et pour aller au contact des manifestants, il y a les équipes dont on a parlé, des BAC, des compagnies départementales d'intervention, toutes ces personnes qui des fois sont équipées en tenue de maintien de l'ordre, mais qui ne sont pas dans une logique de maintien de l'ordre, puisqu'ils ne font pas du maintien de l'ordre, puisqu'ils font de la police judiciaire. Et la police judiciaire, c'est des interpellations, du chiffre, du renvoi, de la procédure, renvoyée devant le tribunal correctionnel, notamment. Donc cette politique du chiffre, elle implique effectivement, et ce que tout le monde voit, qu'il y a des groupes de policiers, de la BAC, mais pas que de la BAC, tous les policiers en civil ne sont pas de la BAC, faut le savoir, il faut le rappeler. En tout cas, il y a beaucoup de BAC, évidemment, mais la semaine dernière, il y avait une personne en civil avec effectivement l'écusson des ERIS, donc de ces équipes anti-émeutes en prison, qui intervenaient notamment dans la rue Gambetta pour repousser toutes les personnes depuis la place du Capitole. Donc ces policiers viennent clairement au contact. Et elles viennent au contact très très rapidement après les premières lacrymos. On a même pu voir à certains moments, je crois que c'était la manif du 12 janvier, la manifestation était sur les boulevards, on passe à Jean Jaurès, et on voit ce type d'équipage de police en civil qui s'avance au niveau du GC. Il n'y a rien à protéger, le GC est fermé, la manifestation avance sur les boulevards, et ces policiers se positionnent devant l'UGC, ce qui crée un point de fixation, puisqu'ils s'avancent vers la manifestation, donc ça crée un point de fixation, et ce point de fixation, les manifestants s'arrêtent aussi, ça s'invective, les policiers qui avaient avancé vers la manifestation se mettent à reculer, et aspirent la manifestation. Et la manifestation, c'est comme ça que la manifestation est partie vers le Capitole, avec des policiers qui ont avancé vers la manifestation dans une volonté d'aller au contact, et qui après, sans qu'on comprenne rien à leur manière de faire, se sont mis à reculer, avec une manifestation qui avançait vers eux, et qui se sont retrouvés, rue du Poids de l'Huile, à commencer à envoyer des grenades de désencerclement, des lacrymogènes, et le point de départ du 12 janvier, ça a été ça. Ça a été ça. Qu'est-ce que ces policiers sont venus faire devant l'UGC? Et il était évidemment 16h30, qu'on soit bien d'accord, puisqu'il faut bien que ça démarre à un moment. 16h28 exactement. 16h28, merci de la précision. Il faut que ça démarre. Le 19 janvier, c'est pareil, c'est Jean Jaurès. C'est Jean Jaurès. Alors moi je ne faisais pas partie de l'équipe qui était vraiment à proximité, mais il y a eu un déclenchement de lacrymogène à un moment où il ne se passait à nouveau rien depuis la rue Riquet, je crois. Depuis la rue Riquet, un déferlement assez délirant. Et moi j'étais pas, mais c'est un journaliste qui est venu me voir par la suite, qui me dit j'ai pas du tout l'habitude de dire ça, parce que je ne suis pas forcément du côté des manifestants ou quoi que ce soit, mais là les policiers ont fait n'importe quoi. Il ne se passait strictement rien à ce moment-là. La dernière manif du 26, ça pète
au niveau d'Arnaud Bernard, il est évidemment 17h. Et pour ceux qui étaient... Il est 16h33. Pardon, 16h33. Oui, parce qu'il y a l'hélico qui L'hélico intervient. aussi, on n'a Quand pas l'hélico dit. intervient, on n'est pas loin de... On en a plein. Hein. Et donc, pour ceux qui étaient devant, on a pu voir des manifestants qui avançaient, bras levés, en direction du cordon de CRS qui était constitué. Il y avait le canon à eau, donc il y avait déjà ça qui pouvait être utilisé. Le camion à eau a commencé à avancer en direction des manifestants qui avançaient bras levés. La moitié des manifestants qui avançaient a reculé en voyant le camion à eau. Et des premières lacrymogènes ont été envoyées, et donc devant les manifestants qui avançaient. Et en suivant, on a vu un déferlement de lacrymogènes, mais qui ont été envoyés, les lacrymogènes qui sont envoyés 150 mètres plus loin. Ce qui veut dire que des personnes qui ne savaient absolument pas ce qui se passait sur la place Arnaud Bernard, qui étaient en train de manifester, se retrouvent gazées. Sans savoir ce qui s'est passé, enfin rien du tout. Quel est l'intérêt pour les CRS, si ce n'est de déclencher les hostilités, d'envoyer des lacrymogènes à 150 mètres, là où il ne se passe strictement rien. Et c'est à partir de ce moment-là que, effectivement, la manifestation a pris une tournure beaucoup plus radicale. Jusqu'à présent, on déambulait dans le calme, clairement, ça se passait très très bien. Mais là, ça a commencé à devenir beaucoup plus tendu et on avait vraiment des situations de danger extrêmement importantes, puisque se sont déployés depuis l'intérieur du boulevard énormément d'équipages de BAC, de compagnies départementales d'intervention qui arrivaient par les rues adjacentes au boulevard et qui, sur chaque rue, alignaient les personnes qui étaient en train d'essayer de partir. Alors certainement qu'ils voulaient essayer d'aligner et d'essayer d'interpeller des personnes qu'ils estimaient être à l'origine de je ne sais quoi, puisque quand on est dans les rues adjacentes, je ne vois pas très bien ce qu'ils ont pu observer et voir ce qu'ils ont pu constater comme actes illégaux, puisque par principe ils n'étaient pas spécialement prêts pour savoir ce qui avait déclenché, mais on est vraiment dans cette logique où il y a un premier acte qui déclenche derrière l'intervention massive, extrêmement agressive, des policiers de la BAC et des compagnies départementales d'intervention, notamment, qui vont procéder à des interpellations ou des volontés de procéder à des interpellations dans cette volonté de faire du chic. On a les vidéos de ça, ce que raconte Julien, là, en particulier Arnaud Bernard. On est, nous, le deuxième groupe d'observateurs, ils sont en tête, nous, on est le deuxième groupe d'observateurs dans la manifestation. Nous n'entendons aucune sommation, rien, et d'un seul coup, on entend et on voit arriver les grenades lacrymogènes. On est à, honnêtement, 150 à 200 mètres de la place Arnaud Bernard, et ça nous tombe dessus, et immédiatement, on entend en même temps les grenades assourdissantes. Donc, je veux dire, on a des vidéos, c'est-à-dire, ce qu'on essaie de vous raconter là, c'est pas ce qu'on nous a raconté, c'est pas ce qu'on trouve, c'est ce qu'on a vécu en tant qu'observateur. Et notre rapport sera largement basé sur nos constats et nos vécus s'appuyant sur des choses qu'on estime nous irréfutables. Donc on est vraiment donc, sur cette volonté d'aller au corps à corps par ces services de police pour interpeller, mais aussi derrière donc, pour faire cette politique de chiffres, pour pouvoir annoncer des choses, et derrière en tirer toutes les conséquences. Puisque s'il y a eu tant d'interpellations, s'il y a eu tant de condamnations, ça veut dire qu'on a des casseurs. Si on a des casseurs, ça veut dire qu'il faut poursuivre l'utilisation des armes de guerre, du LBD, de toutes ces choses-là. Le LBD qui est utilisé, je rejoins Pascal, vraiment comme une arme offensive, et pas du tout défensive. Il tire dans le dos. Moi, je l'ai vu encore sur la manif du 26, dans une petite rue, des personnes qui partaient depuis la Dalbade, qui étaient de dos, se sont fait tirer dessus au LBD, outre les lacrymos, évidemment, outre les lacrymos sur des personnes qui sont en train de reculer, c'est quand même assez problématique. Donc, utilisation des armes de guerre, persistance de maintenir ce climat de guerre, clairement, puisque ça c'est les annonces de Castaner, qui veut faire peur aux gens, qui veut que les gens ne viennent plus en manifestation et la crainte de venir manifester. Et quand on voit le déploiement policier et les interactions avec les manifestants, il faut vraiment saluer le courage des manifestants qui continuent à venir, puisque tout ça, cette politique du chiffre, c'est aussi entretenir une tension maximale et évidemment venir justifier la loi qui est en cours d'examen, la loi qui est appelée anti-casseur, mais qui est une véritable loi anti-manifestant, en vérité. Et tout ça donc basé sur la question de la politique du chiffre.
Une dernière observation, puisque la préfecture, puisque le procureur est régulièrement à dire il faut rétablir l'état de droit, c'est insupportable ce qui se passe, les dégradations, ceci, cela. Fort bien. Ce serait bien aussi que les policiers respectent la loi. Et un exemple, vous avez vu, on a tous constaté qu'une des activités favorites des policiers aux abords des manifestations, c'est de procéder à la saisine de lunettes de piscine et de sérum physiologique. Je ne sais s'ils ont des problèmes d'yeux ou une terrible envie d'aller à la piscine assez régulièrement, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose d'extrêmement développé. Donc il y a ces fouilles massives qui se mettent en place avec la confiscation de différents matériels qui pour la plupart sont des matériels utilisés pour se protéger, hein, donc le casque, le masque et les lunettes. Nous-mêmes, membres de l'Observatoire, nous avons dû pendant 20 minutes batailler, ferrailler avec des policiers qui voulaient nous saisir le 19 janvier 2019 notre matériel de non, c'était le 12, pardon. Le 12 janvier, notre matériel de protection. Et si on s'en est sorti, c'est que nous, on a demandé, on a insisté en demandant un procès verbal de saisine. Puisque la fouille d'un sac, c'est pas n'importe quel acte. C'est comme une perquisition dans l'idée. Donc c'est un acte judiciaire qui est donc encadré en droit. Qu'on se le dise. Les policiers ne peuvent pas comme ça vous dire ouvrez votre sac. Comme les policiers ne peuvent pas se présenter chez vous en disant ouvrez-moi la porte. Attendez, dans quel cadre vous intervenez? Flagrant délit, enquête préliminaire, commission rogatoire, enfin voilà. Là, on pourrait très bien nous dire, ce serait beaucoup plus simple pour eux, et c'est certainement ce qui se passe, mais on n'a aucune information du procureur là-dessus, qu'il y a précisément des réquisitions du procureur qui demande aux policiers, qui donne le pouvoir aux policiers de contrôler sur une zone géographique pendant un temps bien déterminé toute personne et notamment obliger ces personnes à ouvrir le sac. Et si ça se passe, puisque ça c'est prévu par la loi, hein, c'est l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale, c'est parfaitement possible, mais s'il y a saisie de différents objets, doit être dressé un procès verbal par les services de police. Doit être dressé un procès verbal de saisine qui, à la demande de l'intéressé, doit lui être remis, avec copie adressée au procureur de la République. Donc nous, j'allais dire gilets jaunes et bleus, observateurs, qui avons demandé ce procès verbal de saisine, accompagné d'avocats aussi, donc on a réussi à repartir avec le matériel. D'accord ? Mais on a observé de manière très massive le fait que des personnes contrôlées, fouillées, repartaient sans leur matériel et sans procès verbal de saisine. Et quand on leur donne, et on a demandé à certains, est-ce que vous avez demandé un procès verbal de saisine? La plupart nous disaient, mais on ne savait pas qu'on pouvait le faire. Non, vous le savez. Certains sont repartis voir les policiers pour leur dire, je voudrais un procès verbal de saisine, puisque vous m'avez dit que je pouvais venir récupérer mon matériel demain matin au commissariat. Mais en fait, comment vous allez savoir que ce masque-là est à moi, que ces lunettes-là sont à moi? Il faut précisément un procès verbal de saisine. Et se sont envoyés, se sont fait renvoyer par les policiers qui leur ont dit on n'a pas que ça à faire. Et oui, mais précisément, le droit, on n'a que ça à faire quand on est censé appliquer la loi. Donc du coup, enfin, voilà, ces pratiques-là de policiers qui sont clairement hors la loi, hein, en refusant de faire ces procès-verbaux de saisine de matériel, c'est un élément qui est constaté de manière très massive par l'Observatoire. Les observatoires sont plus juste constatent les actions de la police et les blessés. L'intérêt pour nous, c'est de faire des observations qui soient scientifiquement fondées, que ce soit au niveau qualitatif ou au niveau quantitatif. Donc une grille méthodologique a été expérimentée. Je voulais revenir juste sur un petit point sur le nombre de casseurs de la préfecture. Parce que le 29 décembre, la préfecture nous dit 13 550 personnes, 700 gilets jaunes, 650 profils violents. Le 5 janvier, 2000 manifestants, 800 casseurs. Le 12 janvier, 6000 manifestants, 1000 casseurs. Autrement dit, pour la préfecture, à partir du moment où les gaz sont lancés, les gens qui restent, c'est des casseurs. Et nous, on compte les casseurs. Et manque de peau, on ne compte pas du tout ce type de nombre-là. À l'acte 8, ils étaient entre 30 et 40. À l'acte 9, entre 80 et 100. À l'acte 10, environ 50. À l'acte 11, 50 et 80. Autrement dit, ça ne correspond absolument pas à ce que nous dit la préfecture. Par contre, ça vise à criminaliser et à arrêter les gens.